Bienvenue à toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es en prépa ou que tu passes le bac. J'ai des élèves à obtenir en philo, en français, en culture générale entre 15 et 20. C'est possible avec une méthode spécifique que j'ai créée sur mesure. Il n'y a que moi qui l'ai créée, cette méthode, et elle permet aux élèves d'obtenir plus 2, plus 3, plus 4 sur la moyenne en français. Voici le genre de message que je reçois, par exemple avec Lise, que j'ai aidé depuis la terminale. Ça fait depuis la terminale que je l'aide. Je l'ai aidé ensuite pour la première, la deuxième année de prépa jusqu'aux oraux. On a fait des oraux bleus ensemble et a été admise à HEC. Elle est arrivée 28e HEC, elle a eu 17 en culture générale. Tu peux me faire confiance, je sais comment mener les élèves à d'excellentes notes. Donc si jamais tu as envie de progresser, d'avoir de bonnes notes, de cartonner au concours, tu m'envoies un message dans la description par mail. On se fait un petit cours ensemble. Tu m'amènes ta copie, je te la corrige et on voit comment on peut améliorer ensemble tes futures notes. À très très vite. Aujourd'hui, on analyse Jules Verne, le 20 milieux sous les mers. Je vais d'abord faire un résumé et ensuite, je vais te donner toutes les analyses dont tu auras besoin, les arguments que tu peux apprendre par cœur et les reproduire dans ta dissertation. Alors bien sûr, toujours adapté en fonction du sujet, mais l'essentiel sera de remettre ces arguments. D'abord, résumé pour qu'on soit bien sûr de quoi on parle. Le premier chapitre, 1 à 6, on va dire, ça va être l'appel de l'aventure. Donc on a un professeur qui s'appelle Pierre Aronnax, qui est le personnage principal, et son domestique Conseil, qui embarque sur la frégate Abraham Lincoln pour traquer un monstre marin mystérieux et menaçant. C'est un monstre qui semble parcourir toutes les mers. Il est parfois visible, parfois invisible, parfois on ne le voit pas, mais on sent qu'il est dangereux. Finalement, l'expédition, au bout de plusieurs semaines de recherche, aboutit. Ils finissent par voir le monstre et le sous-marin, sauf que au moment de la chasse, eh bien, il se passe un naufrage. Pierre Aronnax, Conseil et le harponneur Ned Land, le Canadien Ned Land, tombent dans l'eau et ils sont recueillis en réalité par un sous-marin mécanique qui s'appelle le Nautilus. Donc, le Nautilus, c'est le sous-marin mécanique qui était en fait ce monstre extraordinaire. En fait, on se rend compte que c'était un sous-marin mécanique piloté par, au départ, on ne sait qui, puisqu'ils restent dans une sorte de prison pendant plusieurs jours. Ils ne savent pas exactement qui leur hôte. Finalement, on se rend compte que c'est un certain capitaine Nemo. Voilà. Et les voyageurs sont prisonniers de ce sous-marin, puisque c'est un sous-marin autonome qui n'a pas besoin de remonter à la surface. Il prend toute sa nourriture depuis l'eau. Et comme ça, ils vont avancer et ils vont parcourir les océans. Le capitaine Nemo, en échange de leur privation de liberté, leur demande, notamment à Aronnax, de classer, puisque c'est un professeur, de classer toutes les espèces et de faire une sorte de cartographie des fonds marins, des espèces animales, des sites, de la température, etc. Vraiment un voyage scientifique. Alors ils vont explorer plusieurs lieux, parfois des lieux extraordinaires qui n'existent pas, la forêt sous-marine de Crespo, des cimetières de corail, les ruines de l'Atlantide. Voilà, Aronnax décrit, conseille son serviteur classe et Ned, lui, par contre, s'impatiente et espère pouvoir sortir. Dans la deuxième partie, on se rend compte un petit peu plus de qui est ce personnage, ce capitaine Nemo. On se rend compte notamment de deux choses. C'est un personnage ambivalent. D'abord, il est très généreux, d'un côté, puisqu'il aide les pêcheurs pauvres. Il affirme faire un combat contre les oppresseurs pour les opprimer. Il aide un pêcheur pauvre, il sauvegarde des trésors culturels et il s'oppose à la violence politique. Mais d'un autre côté, il est capable d'attaquer les puissances terrestres, il attaque des navires, notamment un cuirassé. Dans ce contexte, Ned Land prépare l'évasion des trois prisonniers du bateau. Le roman se termine lorsqu'une tempête avec un poulpe géant et notamment un maelstrom norvégien arrive. Dans cette confusion apocalyptique, les prisonniers parviennent à s'échapper. La fin est narrée comme un mystère partiellement résolu. Nemo disparaît, figure tragique et insaisissable. Je vais classer mes différents arguments sur Jules Verne en trois catégories. Connaître, dominer et admirer. Et ensuite, je ferai une petite catégorie pour tous les arguments que je n'ai pas pu classer. Connaître, dominer, admirer. Là, l'expérience de la nature fondamentale que font les personnages de Jules Verne, c'est une expérience de la connaissance. C'est une expérience de la connaissance parce qu'en fait, quand on fait une expérience, l'objectif d'une expérience, c'est en fait précisément
d'en déduire une connaissance. C'est pour ça qu'on fait des expériences. C'est pour comprendre mieux le monde. Pas forcément avoir des connaissances livresques, mais avoir des connaissances intuitives. Avoir une expérience de quelque chose, c'est avoir connaissance, avoir un vécu. Et les personnages, eux, ils sont vraiment là pour connaître. Nemo est un savant, il sait tout de la composition, je cite, de la composition de l'eau et de la mer. Un outil qui permet vraiment la connaissance, c'est la sensation. Je cite, pendant cette période du voyage, le capitaine Nemo fit d'intéressantes expériences sur les diverses températures de la mer à des couches différentes. Nous sommes ici pour faire des expériences, faisons-les. Donc l'expérience de la nature est avant tout une expérience sensible, c'est-à-dire que la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe, tout ça vont être des éléments qui vont permettre de comprendre et d'appréhender cet élément qu'on ne peut pas appréhender spontanément par les sens. Ça, tout le paradoxe, c'est qu'on va essayer de comprendre par les sens parce que c'est comme ça qu'on peut comprendre, mais ils restent quand même dans un bateau qui les protège parce que sinon ils mourraient directement. Euh, j'ai vu, j'ai senti, dit un des personnages. La sensation est au principe de la connaissance. De la même manière, la nature, toujours dans l'idée de connaître, il faut comprendre que c'est un espace propice pour faire des expériences scientifiques. Donc on a dit que la nature, c'était un espace qu'on aimait connaître. Par nature, on aime connaître cet espace, on le connaît par la sensation, mais on peut aussi connaître par les expériences scientifiques. Et les expériences scientifiques, c'est quelque chose de très facile à faire dans la nature. En fait, on peut pas faire d'expérience, c'est difficile de faire une expérience scientifique dans la théorie. On a toujours besoin de l'expérience, c'est-à-dire de la nature. On va faire des expériences parce que la nature, c'est un terrain d'observation. On va pouvoir observer, chercher attentivement à comprendre, examiner. C'est la première démarche de l'esprit scientifique. En effet, l'objectif des passagers du Nautilus est de comprendre ce qui se passe sous les océans. Il y a beaucoup de scènes où Jules Verne décrit toutes les espèces qui se trouvent là. Et les personnages cherchent à dresser un état des lieux de l'océan. Et en fait, pour comprendre, pour pouvoir classer, pour pouvoir produire de la connaissance, il faut faire cette expérience, il faut aller voir les poissons, il faut aller près d'eux pour pouvoir attester, oui, ok, il y a ce poisson-là. Et ceci va permettre ensuite de produire de la connaissance. En ce sens, la nature est aussi un lieu propice pour exercer son intelligence. Lorsqu'on est dans une démarche de connaissance, c'est une démarche qui implique le cerveau, qui implique l'intellect. Et ça, c'est très important parce que précisément, c'est en cherchant à travailler son intelligence qu'on va pouvoir déduire des éléments. Et la nature, c'est un lieu propice pour ça. Parce que dans la nature, il y a une forme de logique. On peut voir des espèces qui sont connectées les unes aux autres. Donc on peut trouver une forme de logique. La nature, c'est un champ de causalité. Ça veut dire qu'on a un événement A et un autre événement B. Et à travers ce champ de causalité, on va pouvoir déduire une logique. Et donc notre intelligence peut s'exercer sur cette nature. Enfin, petite parenthèse, il y a une sorte de préscience de Jules Verne qui parle à un moment donné au chapitre 18, début de la deuxième partie, des mers de lait. Donc les mers de lait, c'est quand les navires traversent l'océan et qu'ils voient de l'eau blanche sous eux. Et en fait, eh bien, Jules Verne peut montrer sa préscience, faire des prédictions grâce à l'expérience de la nature, puisqu'en fait, on ne savait pas pourquoi est-ce qu'il y avait des mers tout d'un coup qui étaient blanches. Et en fait, il dit que c'est à cause de petits êtres dans l'eau qui, en fait, sont des bactéries. Et on a compris que c'était des bactéries qui s'allumaient, entre guillemets, au fond des océans. Deuxième grande étape, c'est la domination. Alors, la domination, d'abord, du point de vue de l'écologie. Le roman, c'est un roman qui est un précurseur de l'écologie. Si jamais tu parles de cet argument-là, il faudra toujours dire, dans ta copie, que Jules Verne pressent cela. On ne va pas dire que Jules Verne est un défenseur de l'écologie. Ce serait un peu anachronique. Alors, je cite. Où est-ce qu'on peut voir de l'écologie chez Jules Verne? Acharnement barbare et inconsidéré des pêcheurs fera disparaître un jour la dernière baleine de l'océan. L'acharnement barbare et inconsidéré des pêcheurs fera disparaître un jour la dernière baleine de l'océan. Ou encore chasse inconsidérée. L'écologie, c'est quoi en fait? C'est l'idée que la nature peut être détruite sous l'action de l'homme. Et il faut chercher à la protéger. Il faut chercher à protéger cette nature parce qu'elle est fragile. Elle peut être détruite. Elle n'est pas infinie. Les ressources ne sont pas infinies. Et ici, clairement, Jules Verne est en train de parler de la surpêche. Il fait une prévention de la surpêche.
acharnement barbare inconsidéré des pêcheurs qui feront un jour disparaître la dernière baleine de l'océan. La nature est puissante, mais il y a une forme de fragilité de cet écosystème devant l'action de l'homme. Si on parle d'écologie dans la domination, c'est parce que l'homme est capable de dominer la nature. Il est capable de prendre l'ascendant sur les espèces. On le voit avec le Nautilus. L'homme qui n'était pas censé pouvoir être dans la nature, pas censé pouvoir être dans l'eau, est capable de rivaliser avec beaucoup d'espèces et de les tuer. Petit b, il y a un instinct d'appropriation, je cite, instinct destructif de l'homme. L'homme a un instinct destructif en lui. Nemo se rapporte à la nature comme à sa propriété, quelque chose qu'il possède. C'est-à-dire, la propriété, c'est-à-dire que quelque chose que les hommes sont mis d'accord pour dire ceci est à moi. Et être légalement protégé pour ça. Alors que la nature n'appartient à personne. Mes troupeaux, comme ceux, je cite, mes troupeaux, comme ceux du vieux pasteur de Neptune, paissent sans crainte les immenses prairies de l'océan. J'ai là une vaste propriété que j'exploite moi-même. J'ai là une vaste propriété que j'exploite moi-même. Voilà comment Nemo parle de l'océan. La nature devient ainsi une propriété pour l'homme, notamment lorsque les individus possèdent de l'argent. Nemo est riche. Et enfin, il y a aussi cette idée de la mondialisation, c'est-à-dire un espace. L'expérience humaine, désormais, c'est une expérience où tout est connecté. On est connecté à des gens à un autre bout de la planète. Ce n'était pas du tout le cas avant. Au Moyen-Âge, il y a très peu de connexions. Allez, revenons encore plus en arrière. Au Néolithique, il y a très peu de connexions entre un habitant de l'Alaska et un habitant de Brisbane, de Canberra. Très peu de connexions. Ce sont des gens qui ne vont jamais se voir et qui probablement n'auront même pas connaissance de leur existence. Probablement pensons que la Terre est plate, probablement pensons qu'ils sont isolés sur l'océan. Aujourd'hui, on sait que on peut avoir en temps réel connexion des données précises pour quelqu'un qui habite en Alaska. Si j'habite, par exemple, à New Delhi. Le capitaine Nemo, lui, exploite tout l'espace du globe. Pas juste les fonds marins, il exploite tout l'espace du globe. Il exploite aussi les fonds marins, mais aussi l'espace du globe. Pour construire son bateau, il explique comment, en fait, il a créé une partie en Suède, puis une autre partie aux États-Unis, puis une autre partie en Arabie Saoudite. Et en fait, il a bâti son bateau dans des espaces différents pour ne pas être repéré. Et ensuite, il a tout construit dans une petite île. Donc, il exploite tout l'espace du globe. Donc, il est capable de dominer la production, la consommation, le travail des hommes. La richesse produit une façon d'exploiter, de dominer. Enfin, il y a tout le rapport à l'admiration. Quel spectacle, comment le rendre? Je cite, quel spectacle, comment le rendre? J'avais parlé des petites énumérations que faisait Aronnax ou son serviteur, son valet. Et en fait, ces énumérations-là, on ne les comprend pas en tant que lecteur spontanément. À moins qu'on ait fait sans prépa bio et qu'on soit intéressé spécifiquement à ce sujet, on ne les comprend pas. Et c'est pourquoi pour le lecteur, en fait, toutes ces variétés-là, quand il dit, je cite, des gades verdâtres, plusieurs variétés de gobies, enfin quelques poissons de propositions plus vastes, en fait, c'est un peu de la poésie. C'est pour nous faire prendre conscience de l'immensité de la nature. La nature est un espace dont les expériences sont infinies. Il y a une vraie expérience esthétique. Il y a une vraie expérience de l'extase. Les plongées sous-marines que font les personnages sont souvent décrites de manière extatique. Il y a une forme d'émerveillement des fonds marins. Les personnages font vraiment l'expérience de ce qu'on appelle en littérature le sublime. Le sublime, c'est lorsque le spectateur se sent écrasé par l'immensité naturelle. Le sublime, c'est l'idée qu'il y a quelque chose, un paysage que l'on voit, et ça paraît tellement beau, tellement grand, qu'on se sent petit à côté de ça, et on sent qu'il y a une vraie puissance, une vraie beauté à ce paysage. Donc il y a une vraie expérience esthétique, une vraie poésie dans les énumérations. Il y a une admiration que les personnages ont pour la nature. Enfin, quatrième, je vais mettre tous les autres arguments que tu peux utiliser dans tes dissertations. D'abord, la nature est un espace dangereux. La mer est un espace violent, c'est un espace de danger. Scène de la noyade d'Aronnax, sauvé par son valet par exemple, ou bien plongée de Nemo, où il est presque noyé. La nature est un espace dangereux. C'est pas du tout un espace qu'on peut prendre à la légère. Si la nature d'un côté est un espace dangereux, c'est aussi un lieu d'apaisement. Il y a une vraie observation à distance de la mer qui rend Aronnax heureux.
Le fait de pouvoir être dans une bibliothèque, de pouvoir tout contrôler à distance, de pouvoir voir ce spectacle de la nature, ça rend apaisé. En plus d'un lieu d'apaisement, la nature fonctionne aussi comme un lieu de ressources. Le Nautilus fonctionne grâce à l'électricité, grâce au sodium marin, ce qui le rend autosuffisant. La mer est capable de nourrir tous les passagers. La nature est donc un lieu de ressources, un lieu utile pour la survie. En plus d'être un lieu de ressources, la mer fonctionne comme une seconde mer. C'est une nature nourricière, c'est-à-dire que c'est pas juste un lieu où on peut survivre, avoir à manger, mais c'est aussi un lieu affectif. C'est un lieu qui nous rend heureux. Nemo se nourrit d'éléments qui existent à la mer. Et la mer est comme un liquide amniotique. Symboliquement, elle est un liquide amniotique. Le liquide amniotique, c'est quoi? C'est l'espace dans lequel le bébé apprend à se mouvoir. Biologiquement, le liquide amniotique, ça sert au bébé à comprendre ses mouvements. Et lui, dans la mer, Nemo est libre de tous ses mouvements. Il n'est contraint par aucune instance extérieure. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de loi dans le fond des océans. C'est la jungle. Et c'est donc une liberté totale de mouvement qu'il y a pour Nemo. Beaucoup plus que ce qu'il pourrait y avoir sur la Terre. La nature, chez Jules Verne, c'est aussi une expérience initiatique. L'essentiel du voyage, en effet, s'accomplit dans l'obscurité. Initiatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir faire quelque chose de nouveau. On va apprendre des choses. La nature nous amène à apprendre. C'est pas juste nous qui cherchons à connaître la nature. C'est que la nature, par définition, nous amène à apprendre. Elle nous amène à chercher plus. Nemo, je cite, dit « Et je suis mort, monsieur le professeur, aussi bien mort que ceux de vos amis qui reposent à 6 pieds sous terre. » Pour accéder aux secrets de la vie aquatique, pour voir toutes ces créatures fantastiques, pour voir tous ces lieux imaginaires, il faut une mort symbolique, il faut une mort sociale. Il ne faut plus être comme les autres hommes. Il faut avoir une connaissance spécifique qui ne s'acquiert qu'à un prix spécifique. Pour la domination, la technique fonctionne aussi comme une zone tampon. La technique, c'est ce qui protège de la nature et de ses dangers. Je cite, « De plus, dans cette température constante, il n'y avait pas même un rhume à craindre. » De plus, dans cette température constante, il n'y avait pas même un rhume à craindre. C'est Aronnax qui parle en fait de Nautilus, et la température est toujours constante. La nature est capable de protéger l'homme. La nature rend l'habitable inhabitable. La nature rend habitable l'inhabitable. La nature rend habitable l'inhabitable. La technologie crée une zone tampon entre la nature et protège l'homme de cette dernière. Si jamais il n'y avait pas le Nautilus, la nature, elle serait complètement sauvage. On plonge un homme, on le met directement à moins 300 de profondeur, il meurt. Il meurt, littéralement. Immédiatement. Mais la technique permet à l'homme de créer un espace tampon, une protection contre la nature et ses violences. Mais en même temps qu'elle protège de la nature, la technique est une zone tampon et exclut les humains de l'humanité. Quand Aronnax et son voisin arrivent dans le Nautilus, ils sont réduits à l'état quasiment d'esclaves, de prisonniers. Ils sont prisonniers de la nature, du bon vouloir d'un seul capitaine. Il n'y a pas de démocratie à bord du Nautilus. On peut donc être exclu de l'humanité par l'excès de technique. Son développement technologique est tel qu'il ne peut pas vivre une expérience commune avec les autres. C'est un peu comme les fusées. Les fusées, c'est un événement technique extrêmement puissant. Il n'y a qu'une minorité de gens qui ont accès au voyage spatial. Enfin, la nature nous amène à faire des expériences limites. Expériences limites, c'est les expériences où l'expérience humaine est au seuil. Attaque de calamars, tempête, voyage dans les abysses, découverte de ruines. Il y a des pertes d'oxygène, des suffocations, des abîmes noirs, perte de repères spatiaux, des immensités marines, dissolution de l'individu. Toutes ces expériences limites qui traversent le roman, qui font que la nature nous amène à notre limite personnelle en tant qu'individu. Nous amène à éprouver nos propres limites. Je cite, « Nous étions dans l'épouvante, dans l'horreur portée à son comble, la circulation suspendue, l'influence nerveuse annihilée, traversée de sueurs froides, comme les sueurs de l'agonie. » L'agonie, c'est quand on va mourir. Les personnages sont sur le point de mourir. La nature nous oblige à nous dépasser. Elle nous oblige à connaître, elle nous oblige à nous dépasser. La nature, c'est l'espace où le sujet ne maîtrise plus rien. L'objet prend tout. L'objet est roi. Enfin,
Dernièrement, la nature amène à une expérience religieuse. Une expérience religieuse, c'est une expérience où on pense à une forme de transcendance. Qu'est-ce que ça veut dire, une expérience religieuse, une forme de transcendance? Ça veut dire que la nature, on la voit, la perçoit comme quelque chose de plus grand et de plus fort que nous. Nemo a un rapport animiste à la mer. Il parle aux baleines, il pleure sur des épaves, il contemple la mer comme un objet vivant. Je cite: Voyez cet océan, monsieur le professeur, n'est-il pas doué d'une vie réelle? Hier, il s'est endormi comme nous, et le voilà qui se réveille après une nuit paisible. La nature n'est pas juste un objet exploitable, mais aussi un partenaire ontologique. C'est une sorte de partenaire vivant, une sorte d'autre Dieu que on respecte en tant que tel. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu veux voir le cours complet, tu peux cliquer dans le lien dans la description. Tu as mon site, tu as toutes les ressources dont tu auras besoin. Et si tu veux un cours avec moi pour améliorer tes notes immédiatement, n'hésite pas à m'envoyer un mail dans la description et on fait un premier cours gratuitement. Je te dis à très bientôt, bon courage pour l'année de prépa, je sais que c'est dur, mais tu peux y arriver, tu peux le faire, je pense que tu peux avoir l'école que tu veux. Si tu te donnes les moyens, tu te prends une vraie discipline de travail et tu ne négliges pas le français qui peut compter beaucoup de points et tout devrait bien se passer.